Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire de Morihei Ueshiba, le fondateur de l'aïkido. Pour nous tous qui pratiquons, il est bien plus qu'un nom sur un mur. C'est O-sensei, notre vénérable professeur. Mais son histoire, elle est pleine de contrastes, de paradoxes même. Alors la question qu'on va se poser ensemble, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'un guerrier d'une efficacité absolument redoutable, un homme qui a enseigné aux militaires et même à la police secrète japonaise, comment cet homme a-t-il pu créer un art dont le but ultime est la paix et l'harmonie? Pour comprendre cette transformation incroyable, il faut remonter le temps, revenir à ses débuts, à cette quête quasi obsessionnelle de la force, de la perfection martiale, ce qu'on appelle la voie du Budo. L'image qu'on a dû mettre est souvent celle d'un être invincible, n'est-ce pas? Eh bien, il faut savoir que Morihei Ueshiba, c'était tout l'inverse au départ. Un enfant souvent malade, de constitution assez fragile. C'est son père qui va le pousser, dès l'âge de 10 ans, vers le sumo, la natation, pour qu'il s'endurcisse. Et c'est vraiment là que tout commence, le point de départ d'une vie entière dédiée à se forger un corps et un esprit. Et cette quête de la force, elle a été implacable. Regardez cette chronologie, c'est assez impressionnant. Il a étudié, il a maîtrisé un nombre incroyable de disciplines. Ça va du jujitsu en 1901 jusqu'à sa rencontre, décisive, avec le fameux Sokaku Takeda en 1915. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'il est devenu un expert absolu en shijutsu, c'est-à-dire des techniques de combat pures et dures, conçues pour être efficaces, point final. Donc, l'art qu'il enseigne dans ces années-là, c'est un aikijutsu. Et les témoignages de l'époque le décrivent comme beaucoup plus ferme, plus direct, et oui, sans doute plus violent que l'aïkido qu'on connaît. C'était une technique de combat, pas encore une voie spirituelle. Et ça, c'est la base de tout ce qui va suivre. Et c'est là que l'histoire bascule. Sa maîtrise technique est au sommet, mais une série d'événements vont venir tout bouleverser, changer complètement sa vision des choses. C'est le début de sa grande révélation spirituelle. Tout part de sa rencontre en 1919 avec Onisaburo Deguchi, une figure spirituelle très charismatique. L'influence est immédiate, profonde. Mais l'expérience la plus folle, elle arrive en 1924, pendant une expédition en Mongolie. Il faut imaginer la scène, ils sont capturés, condamnés à mort, ils se retrouvent face au peloton d'exécution et ne sont sauvés qu'à la dernière seconde. C'est là, face à la mort, qu'il a une première illumination, qu'il sent, qu'il perçoit les intentions de ses ennemis. Cette expérience va trouver son apogée au printemps 1925. Un officier de marine, un grand maître de kendo, le défie en duel. Ueshiba accepte, mais il se présente les mains nues. Et il gagne, sans porter un seul coup. Il a simplement esquivé chaque attaque, en expliquant plus tard qu'il voyait la trajectoire des coups comme des flashs de lumière. Il n'a pas eu besoin de se battre. C'est l'étincelle qui va déclencher son éveil complet, son satori. Juste après ce duel, il vit une expérience mystique. Et ses propres mots pour la décrire sont incroyables. Il parle d'une fontaine d'énergie dorée qui jaillit de la terre, d'un sentiment de légèreté absolue et d'une révélation. À cet instant, il comprend que le Budo, l'art martial, ce n'est plus une technique pour détruire, mais un moyen pour exprimer l'amour. C'est un tournant à 180 degrés. La finalité de sa pratique vient de changer pour toujours. Mais voilà, cette transformation spirituelle, très personnelle, elle se heurte de plein fouet à la réalité de son époque, la montée du militarisme au Japon. Et là, on entre dans une période vraiment complexe, pleine de contradictions pour Ueshiba et son art. Il faut être très clair là-dessus. Pendant cette période, son art, qu'on appelle alors l'aïkibudo, est extrêmement demandé par les institutions les plus dures du régime. Il enseigne à l'école navale, à la fameuse école d'espionnage de Nakano, et même à la Kampetai, la police politique. Les sources montrent bien qu'il était proche des milieux nationalistes de l'époque. C'est sans doute la partie la plus difficile à appréhender de son parcours, où son efficacité martiale est mise au service d'un régime expansionniste. C'est vraiment la différence fondamentale, le cœur de son héritage. Avant la guerre, son aïkibudo est un bu, un art martial, enseigné dans un contexte de militarisation. Après la guerre, l'aïkido devient un do, une voie, dont le but est l'harmonie. Le but, l'aspect martial, n'est plus la finalité. Il devient un outil pour exprimer l'amour et protéger la vie. Toute notion de compétition est alors rejetée. Le vrai tournant, il a lieu en 1942. En pleine guerre du Pacifique, il prend une décision radicale. Il quitte Tokyo, il quitte les cercles du pouvoir et il part s'installer à la campagne, à Iwama. C'est sa manière de mettre son art à l'abri, mais aussi de réaliser un vieux rêve, unir la pratique du Budo et le travail de la terre. C'est une rupture nette et consciente avec le monde de la guerre. Et c'est là, à Iwama, dans le calme de la campagne et surtout dans le Japon dévasté d'après-guerre, que sa quête va trouver son aboutissement. C'est ici que l'art que nous connaissons et pratiquons aujourd'hui va vraiment naître.
La défaite du Japon en 1945 est un choc terrible pour tout le pays. Pour Ueshiba, c'est la confirmation de ses intuitions. Il a vu où la voie de la violence avait mené. Profondément touché, il prend alors une résolution. Son art ne servira plus jamais la guerre, mais la paix, la réconciliation. Son objectif devient de construire un paradis sur Terre. Sa mission change d'échelle. C'est à ce moment-là que le nom Aïkido prend tout son sens. Ce n'est plus un jutsu, une simple technique, c'est un do, une voie. Aï pour l'harmonie, l'amour, Ki pour l'énergie vitale, universelle, et Do pour la voie de l'harmonie avec l'énergie. Toute sa philosophie est là, résumée dans ces 3 kanji. Et voici un fait historique qui en dit long. Après la guerre, les Américains interdisent tous les arts martiaux japonais jugés trop liés au militarisme ambiant. Eh bien, l'aïkido sera le tout premier art martial à être de nouveau autorisé dès 1948. Pourquoi ? Justement à cause de son caractère pacifique et non compétitif. C'est une reconnaissance incroyable de la transformation qu'il a opérée. Sur cette photo, on voit le maître à la fin de sa vie, avec sa femme Atsu. Ce n'est plus l'image du guerrier inflexible du début. C'est un homme qui a trouvé la sérénité. Un homme qui incarne la paix qui est au cœur de son art. D'une certaine manière, il est devenu l'aïkido. Cette citation, elle résume tout. L'art de la paix, ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas une question de pouvoir ou de statut. C'est une pratique qui est accessible à tout le monde, n'importe où. Le dojo, finalement, ce n'est pas que le lieu physique, c'est un état d'esprit. Comme il le dit si bien, le ciel est là où l'on se trouve. Alors pour finir, la question nous est retournée. Ce parcours incroyable de O-sensei, cette transformation radicale d'un expert en destruction en un maître de l'harmonie, quel écho ça trouve dans notre propre pratique ? Comment est-ce que ce passage du jutsu au do se manifeste pour nous à chaque fois qu'on noue notre ceinture et qu'on monte sur le tatami ? La réponse, je crois, c'est là que se trouve le véritable héritage du fondateur.